Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo explicative sur la glande thyroïdienne. Je vous remercie pour la partie 1, je sais qu'il n'y a plus sur les glandes surrénales, enfin sur la fatigue chronique. Elle s'est coupée de manière spontanée la vidéo, mais je reviendrai sur la partie 2. Je voulais juste vous dire que la partie 2 arrive et que c'est un sujet que l'on doit absolument essayer de comprendre. Alors là, je vais parler de glande thyroïdienne de cas patient et pourquoi la TSH ne sert pas à grand chose, enfin n'est pas un indicateur fiable ou est un indicateur incomplet. Il y aura plusieurs questions avec 3 cas patients et je ne ferai pas plus de 40 minutes pour éviter que ça coupe. Et puis voilà, j'ai fait des conférences sur la glande thyroïdienne, sur la nutrition aussi, comment allier bonne nutrition et glande thyroïdienne, même si ce n'est pas que la glande thyroïdienne. Si vous avez compris mon problème sur les glandes surrénales, on va essayer de faire vite. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vais déjà expliquer comment fonctionne en fait la TSH, comment sont sécrétées les hormones thyroïdiennes et pourquoi la TSH déjà, de manière juste physiologique, n'est pas une hormone de la glande thyroïdienne. C'est simple, vous avez l'hypothalamus qui est une région en fait du cerveau, c'est un peu l'architecte, en fait, c'est la pièce maîtresse du puzzle qui va sécréter ce qu'on appelle la TRH qui est la somatotropine. Cette TRH va stimuler en fait à son tour l'hypophyse. Et l'hypophyse va donner la thyroid stimulating hormone qui va stimuler la glande thyroïdienne, et cette glande thyroïdienne va donner ce qu'on connaît tous en fait comme hormone, enfin ce que semble connaître la plupart, la T4 plus la T3, donc triiodothyronine et thyroxine, même si on a de la T1 plus de la T2, enfin bref, toutes les enzymes qui vont avec, etc. Voilà, donc si on regarde bien ce schéma de manière juste physiologique, on voit bien que, en fait, la T4 et la T3 sont des hormones de la glande thyroïdienne. On est bien d'accord, de manière très simple. La TSH est une hormone de l'hypophyse, et la TRH est une hormone de l'hypothalamus. Donc, déjà d'un point de vue physiologique, la TSH n'est pas une hormone de la glande thyroïdienne, c'est juste une hormone de l'hypophyse. Alors que lorsque vous allez voir votre médecin ou une personne compétente, généralement ou un biologiste, on vous dit la TSH, c'est la seule représentative, mais la TSH n'est qu'une hormone de l'hypophyse. Donc pourquoi, comment arriver à dire que la TSH est en corrélation avec la glande thyroïdienne? La TSH va juste stimuler la glande thyroïdienne et la glande thyroïdienne va fournir des informations sur la T4 et T3. Il serait plus précis dans une vision holistique de mesurer, désolé pour les bouchons, T4 et T3, puisque ce sont les hormones en fait thyroïdiennes et non pas l'hormone hypophysaire. Donc déjà d'un point de vue holistique, on peut dire que la TSH est une hormone hypophysaire et que la T3, T4 est une hormone thyroïdienne. Et vous allez voir en fait que si on se base que sur la TSH, ça ne sert à rien et ça porte à confusion. 3 exemples concrets pour entrer dans le vif du sujet. Donc déjà, aussi simple que ça. K1, on a une dame avec une TSH à 0,007 millilitres par litre. Le K2, on a une TSH à 2,140 millilitres par litre. Et le K3, on a une TSH à 0,14 millilitres par litre. Alors, je vais juste vous expliquer le système du rétrocontrôle. Lorsque vous avez trop d'hormones thyroïdiennes, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer un moins au niveau de l'hypothalamus, qui va réduire la TRH, qui va réduire la TSH, et ça va diminuer. Par contre, si vous n'avez pas assez d'hormones thyroïdiennes, le corps se dit « Oh là là, il faut que je renvoie une surcharge, un plus, et tout va augmenter par rétrocontrôle pour essayer de restimuler un peu la T3, T4. C'est pour cette raison que dans des hypothyroïdies frustres ou autres, on a des T3, T4 quasi normales et une TSH qui est augmentée. Et en fait, ça veut dire que le corps essaye de réguler à la hausse les hormones thyroïdiennes, mais qu'il n'y arrive pas. Donc j'en reparlerai. Donc, on a 3 cas patientes. Si on suit les diagnostics du médecin conventionnel, de la médecine conventionnelle à l'heure actuelle, qui est incomplète, qui n'est pas fausse, qui est juste incomplète, on a une TSH ici, on se dit, plus la TSH est basse, plus vous êtes en une hyperthyroïdie, et plus la TSH est haute, plus vous êtes en hypothyroïdie, forcément.
puisque si elle augmente, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'hormones. Et si elle baisse, la TSH, ça veut dire que la T3, T4 sont en excès. Donc ici, on voit que le K2 par rapport au K1, donc ça c'est une femme de 55 ans, ça c'est une femme de 23 ans, et ça c'est une femme d'une quarantaine d'années, qui n'est pas encore en ménopause. Parce que c'est important de le préciser. Et dans mon livre, je parlerai de tout ça de manière de... Je donnerai les chiffres exacts et j'expliquerai un peu tout ça. Donc, vous avez donc, dans le cas 2, une dame qui est... Alors, je vais juste référer les normes. Les normes, à peu près, c'est 0,3 ici en France, à 4,5. Et dans certains labos, c'est 3,5. Même si aux États-Unis, à peu près, ils sont à 2, entre 2 et 2,5, 1008 par litre. Donc en France, on est bien haut. Si on disait que toutes les personnes sont... Si on gardait la fourchette des États-Unis, des biochimistes des États-Unis qui ont dit qu'il fallait rester au maximum à 2,5, on serait tous hypothyroïdiens. Donc là, le médecin va dire « Oh, TSH effondré, vous êtes en hyperthyroïdie ». Là, le médecin va dire « Bon, vous êtes dans une TSH tout à fait, dans une fourchette tout à fait normale ». Et là, dans le cas 3, il va vous dire ben, « Vous êtes en hyperthyroïdie ». Mais vous allez voir que c'est complètement différent. Donc, si on se base sur le K1, d'un signe juste clinique, on se dit, bon, c'est simple, K1 hyper, K2 normal, et K3 hyper. Ok, ça c'est ce que vous donne le médecin, mais je conseille au médecin de toujours vérifier le taux de T3 et T4, et d'aller plus au-delà. Donc, ben, moi je dirais, c'est simple, c'est faux. C'est juste faux en fait. C'est faux, c'est pour cette raison que les médecins, beaucoup de médecins ou professionnels, même les patients n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne. Si le patient, si le sujet arrive à comprendre, on pourra mieux peut-être réguler le médecin, parce que le problème c'est que le médecin ne connaît pas parfois les signes cliniques ou les signes biologiques du patient en fait. Donc, vous avez une TSH à 0,07 et pour reprendre les fiches, en fait, la T3 libre de cette personne, alors on va pas commencer par la T4, la T4 libre de cette personne est à 22,31 picogrammes par millilitre. Et la norme fourchette de ce labo est de 9,30 à 17, qui sont des normes, je le répète, statistiques. Donc ça veut dire qu'on fait la moyenne sur 3000 à 4000 personnes malades, hein, parce qu'ils viennent au labo malades, on ne vient pas au labo si on est en bonne santé. Donc, qui sont probablement malades pour en faire en fait la moyenne, une valeur max, une valeur donc minimum et une valeur maximum. Et du coup, on donne les chiffres. Donc, ça peut être des gens, des personnes âgées, des femmes ménopausées, etc. On fait la moyenne des trois. Et en réalité, on essaye de trouver ce qui rentre dans les chiffres, en fait. Ce qu'on dirait la cantonfrine. Bon. Cette patiente était auparavant, avant que je la suive, à 17. Elle était à 17 en T4. D'accord ? Son médecin n'a jamais voulu faire la T3. Bon. On a fait la T3, elle était à 3... je vais vous dire ça, je crois qu'elle était à 3,0 pour être sûr. Elle était à 3,12. Elle était à 3,12. Et la valeur, c'est du nanogramme par litre. Et la valeur minimum, c'est du 2 à 4,4. Donc, si vous suivez bien, cette patiente, elle est en hyper. De par la TSH, si on n'avait pas diagnostiqué, et de par la T4. Sauf que cette patiente ne souffre pas de tachycardie, en fait. Elle ne souffre ni de tachycardie, et elle a même des problèmes de concentration. C'est que la T4 est au-dessus de la norme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, suite à l'histoire du lévothyrox, cette patiente a tapé des ganglions. Donc, c'était prouvé, l'histoire du nouveau lévothyrox sur le NF, nouvelle version, nouvelle formule, contenait peut-être des molécules problématiques, en tout cas beaucoup de patients ont mal supporté.
Donc elle a attrapé des ganglions, son foie a été surgelé. Donc on a travaillé sur une détoxification. Alors il y a eu des épisodes de jeûne, etc. Et ben, elle a mieux stocké sa T4. Sa T4 était mieux en fait. Vous comprenez? Donc ce qui s'est passé, c'est que sa fonction thyroïdienne a encore diminué, encore augmenté, mais le problème c'est que sa T4 est restée très haute. Mais sa T3 ne suit pas. Là vous voyez que sa T3 ne suit pas, elle ne convertit pas. La moyenne c'est entre 2, alors valeur minimum 2 et valeur maximum 4, elle est à 3. Mais pour une T4 à 22, c'est pas assez en fait. Vous avez un rapport qui est très élevé entre les deux. En fait, cette personne ne convertit pas cette T4 en T3, mais elle n'est pas en hyper, elle a encore des problèmes de concentration. Donc tous les signes cliniques du patient montrent, en fait, tous les signes cliniques montrent une phase d'hypothyroïdie parfois, et même une phase d'intoxication à la T3. Cette patiente a trop de T4. Mais le gros problème, ce qui peut se passer, c'est que si on baisse la T4, ça va baisser à la T3 par conversion. Donc, en fait, cette patiente a les mains chaudes, etc., mais elle n'a pas de tachycardie, elle n'a pas des problèmes d'insomnie, elle ne transpire pas beaucoup. Donc, en fait, la T4 s'accumule, voire est en excès, et en fait, on ne convertit pas assez. Donc, pour cette patiente, si on baisse le dosage, elle va se retrouver plus en hypo, en fait, de par ses signes cliniques, et étant donné que sa T3 va encore baisser, on aura une problème de concentration, frilosité, etc., ce qu'elle avait déjà au niveau de la concentration et de la digestion, puisque c'est la T3 qui digère, qui augmente le péristaltisme et la vidange gastrique. Donc, vous voyez que là, si on s'était référé que à la TSH, on pourrait dire, bon, ben, cette personne est en hyper, mais elle ne peut pas être en hyper puisqu'elle n'a pas assez de T3, en fait, elle n'a pas trop de T3. L'hyper est plus dû à un excès de T3. Les médecins pensent que, alors il y a beaucoup de médecins qui travaillent dessus, j'en ai expliqué, notamment Barnes ou Kurland ou d'autres. Tant que la T3 n'est pas élevée, c'est pas dramatique parce que celle qui augmente le rythme cardiaque, la T4 n'augmente pas le rythme cardiaque en fait, elle est juste là pour la croissance des cheveux, mais aussi pour garder un bon métabolisme, pour la concentration, etc. Mais c'est la T3 qui est active dans les tissus, c'est pas la T4. La T4 est une forme inactive, elle ne marche pas en fait. Et la T3 est active. Voilà. Mais il faut avoir des deux, mais en équilibre. Généralement dans la fourchette haute. Vous allez voir le forum thyroïde que Vivre sans thyroïde, je pense, ou thyroïde yucca, où vous avez pas mal de symptômes. Bon. Alors, je vais passer au cas 2, parce que ça fait un peu long. Alors, le cas 2. Donc, jeune fille de 23 ans, là, vous dites la TSH est normale. Sauf que, d'une manière holistique, auparavant, cette TSH était à 1,60. Donc, il y a eu quelque chose. La T4 était à 11,07. Et le minimum est 9,30 et le maximum 17. Toujours sur des normes statistiques des personnes malades. Et la T3 est à 3,04 et le minimum 2,04 et 4,4. Auparavant, la T4 était à 14 et la T3 était à 4. Cette patiente, donc pour expliquer, cette patiente souffre un peu elle dit qu'elle se sent plus frileuse d'année en année en hiver. Chez le médecin, tout va bien. Mais en fait, elle le vit mal. Elle prend du poids et ses TG, ses triglycérides, étaient plus. Donc elle a du mal à recycler en fait les sucres en glycogène. Elle les convertit en acide gras et du coup ils s'accumulent en excès. Cette patiente prend de la graisse viscérale, beaucoup plus au niveau abdominal par exemple. Donc on voit en fait que la TSH a diminué et que la TSH a augmenté, puisque si la TSH augmente, rappelez-vous, si la TSH augmente, ça veut dire, je vais mettre entre parenthèses, hypothyroïdie. Si la TSH baisse, vous avez hyper. Mais ça, c'est de la théorie ou de la fumisterie théorique. C'est dans les cahiers, mais ça ne marche pas comme ça en fait. Dans la réalité, il faut voir autre chose. La glande thyroïdienne n'est pas qu'une seule glande, c'est un circuit. Donc, cette patiente a eu une diminution de la T4 en fait. On voit bien qu'elle était à 9
Le minimum est 9, elle est à 11, donc ce qui est très limite. Et le maximum est 17. Généralement, les patients, vous allez voir sur beaucoup d'études scientifiques ou beaucoup de sujets de ressenti, se sentent bien dans la norme, dans les valeurs max, en fait, dans les normes supérieures. N'oubliez pas que ce sont des gens malades qu'on fait les moyennes. Donc, vous êtes dans la fourchette haute des gens malades. Donc, faites gaffe à ça. Donc, cette patiente, qu'on le croyait normale, est en fait un peu en hypo. Sa T4 a diminué. Donc, il faut voir pourquoi sa T4 a diminué. Ben, en fait, parce qu'étant donné que son foie est un peu gros aussi, stéatose et hépatomégalie, ses triglycérides sont très élevés, et étant donné que la T4 se stocke dans le foie, elle a du mal à stocker la T4 dans le foie. Donc ça peut être problème. Donc problème de stockage. Mais ça, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il y a toutes les prises de sang qui sont derrière. Donc problème de stockage. Il y a aussi le fait que sa ferritine est effondrée. Sa vitamine D est effondrée. Donc en fait, là, vous pouvez commencer à faire un complexe, ça veut dire tisser des liens communs avec la glande urinaire pour comprendre ce qui se passe. On aurait pu vérifier la T3 libre urinaire et la T4 libre urinaire pour voir éventuellement est-ce que c'est bas. Et ça, je vais en parler dans la troisième patiente. L'œstrogène progestérone est quasi parfait. B9, B12 faible. Donc on voit qu'on a toutes les vitamines qui sont faibles et un problème de stockage. Donc ça peut expliquer ça, même si je pense beaucoup à l'heure actuelle qu'il faudrait vérifier l'iode et faire un test d'iode urinaire. Donc voilà, je propose aux médecins de faire un test d'iode urinaire avant de supplémenter en L-tyroxine ou en Euthyral ou autre pour éviter de donner des médicaments qui peuvent être cytotoxiques pour des patients. Donc avant même de donner un médicament, vérifiez l'iode. Parce que généralement c'est un manque d'iode et il y a beaucoup de femmes ou de personnes qui sont en carence d'iode. Ça c'est la problématique. Donc moi je mettrai, alors je vais mettre iode urinaire, alors je vais mettre vitamine D, donc elle avait vitamine B9 basse et B12 basse, et je vais mettre T4 libre urinaire et T3 libre urinaire. Ça a été fait par l'équipe d'Airtalk sur des patients qui ont une vision holistique. Et on a aussi, bon, l'iode urinaire c'est connu, mais vérifiez l'iode urinaire. On pensait que l'iode était un problème auparavant, des problèmes de carence, c'est raison qu'on a enrichi le sel, mais c'est bien plus fréquent. Donc si vous donnez de l'iode urinaire, vous évitez une supplémentation en T3 et en T4. Parce que si on augmente juste à T4, on voit qu'elle convertit déjà un petit peu, comparée à celle-là. Regardez cette patiente, le cas 1, même avec une T4 à 22,31, donc au-dessus de la norme, bien au-dessus de la norme, qui est cytotoxique, donc il faut déjà baisser le dosage de T4 parce que la T4 restera toxique. Mais vous êtes à 3,12. Cette patiente qui a moins de T4 convertit mieux. Alors, convertit ou une T3 qui s'accumule. En tout cas, elle a les mains chaudes. Donc, je pense qu'elle utilise sa T3. S'il avait les mains froides, je pourrais dire que sa T3 s'accumule. Donc, je vais expliquer. Si elle a les mains chaudes et une T3 dans la moyenne, ça veut dire qu'elle l'utilise. Par contre, si les mains sont froides et T3 dans la moyenne, ça veut dire qu'elle s'accumule. Voilà comment j'essaye de voir et ça marche très très bien. Déjà, vous touchez le patient, vous arrivez à voir s'il est frileux ou pas ou hypothyroïdien. Hypothyroïdien de manière transitoire. Il ne faut pas toujours des médicaments en fait. Et déjà, ça fait de l'argent en moins de l'argent en plus pour la sécu. Donc, si vous dosez l'iode urinaire, ça vous coûtera un peu plus cher et la sécu aura moins de L-thyroxine ou de lévothyrox ou de Thyral à donner. Enfin bref. Donc cette patiente doit remonter peut-être l'iode, ses vitamines et augmenter surtout diminuer ses triglycérides, diminuer son foie qui est gras et gros pour éviter de prendre de la L-thyroxine. Donc si on avait mis de la L-thyroxine, si le médecin avait mis de la L-thyroxine, imaginons, ben, ça serait toxique, simplement. Si on avait mis de la T4, exemple de la thyroxine ou autre, ça serait toxique. Pourquoi? Parce qu'en fait, son foie est gras et gros, donc il ne peut pas stocker la T4. Donc au lieu de stocker, c'est un exemple 3 molécules de T4, ben, il va en stocker qu'une. Okay, et donc la T4 va rester hors de la cellule, hors du foie, et s'accumuler, devenir toxique en fait. Et ça peut, alors il y a des études qui montrent que ça augmente les espèces réactives de l'oxygène, donc le stress oxydant. J'ai juste vu des études, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc, avant même de supplémenter un médicament, vérifiez si vous avez tous les cofacteurs
sont bien établis. Si tous les cofacteurs sont bien établis et que la T4 ne remonte pas, là peut-être une supplémentation est peut-être envisageable. Mais ça, vous pouvez regarder avec votre médecin s'il veut bien vous suivre. C'est ça le problème. C'est pas juste vous donner le traitement et vous laisser sans suivi. Donc, ça c'est pour l'accumulation de la T4. Troisième dame, alors ça va vous aider. Ça va vous aider. La troisième dame, en fait, est une dame donc, qui a une TSH à 0,14, donc ce qui n'est pas grand chose. Là, vous dites K1 hyper. Donc elle n'est pas en hyper en fait. Hein. Elle n'est pas en hyper. Vous allez voir pourquoi. La T4 libre lunaire est à 10,9 picomol par litre. Et le minimum est de 9,0 à 19. Avant, elle était aussi à 10,4. Là, vous allez voir l'iode urinaire. La T3 libre urinaire est à 5,2 picomol par litre. Et le minimum, c'est 2,6 à 5,7. Et avant, elle était à 3,2. Alors, là, vous avez le cas typique. Vous avez une T4 libre qui est moins, qui est faible. Là, le minimum est 9 sur des gens malades, sur une moyenne de gens malades, sur 3000 ou 4000 personnes. Donc c'est 9 et sa valeur, c'est 10,9. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Okay. Là, je voulais juste vous dire qu'on avait, à peu près par rapport à la TSH, pour le K2, on avait une augmentation quand même de 42%. Voilà, entre ça et ça. On a une augmentation de 42%. C'est énorme. Donc, entre la fourchette entre 0,3 et 4,5, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous sentir bien juste en augmentant de 42%. Augmenter un prix de 42%, vous allez voir, ça vous fait mal au cœur parce que vous payez plus cher. C'est exactement pour la fonction thyroïdienne. Une augmentation de la TSH de 42%, c'est-à-dire que la TSH a stimulé de manière excessive sa production de 42%. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que c'est terrible. Donc, ça veut dire qu'elle avait besoin pratiquement de la moitié en plus d'énergie pour fabriquer des hormones. À réfléchir. Et donc du coup, la T4 libre est à 19. Par contre, sa T3 est plus. Donc, cette patiente, si je touche ses mains chaudes, c'est pour cette raison que les signes cliniques du patient, je ne comprends pas, ça c'était Eugène Hertaut qui disait ça, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à voir chez le patient directement s'il est malade ou pas. On arrive à voir avec sa figure en fait. Donc cette patiente, elle a les mains chaudes, je vous l'ai dit le K2, et j'ai dit que sa T3 marchait. Cette patiente a les mains froides, vraiment gelées, elle sent la frilosité. Et en plein ramadan, par exemple, c'est très dur à jeûner. Donc elle a les mains froides et sa T3 s'accumule. Pourquoi? Parce qu'elle a une T3 qui est au-dessus de la norme. Enfin, qui est pratiquement au-dessus de la norme. 5,2 et et la moyenne max est à 5,7. Là, vous allez dire, le médecin va dire non mais tout va bien. Mais ce qui n'est pas le cas en fait. La T3 ici, elle s'accumule. Simplement. Elle s'accumule et du coup elle fait baisser la TSH. Oui, parce que la TSH baisse, mais la TSH ne répond pas qu'à une seule hormone. Elle répond au jeûne, au stress, à la T4, à la T3, etc. Et donc, on voit bien que on a une T3 qui s'accumule. Et alors, cette patiente m'avait dit, donc elle n'a pas de symptômes d'hyperthyroïdie là. Là, on nous dit en fait il faut toujours doser, il faut toujours voir la T3 si elle est supérieure à 3 ou 4, mais ici on peut rien conclure en fait. Même avec ça, on ne peut pas conclure. Donc dans ce cas-là, on peut peut-être conclure, on fait une hypothèse, et dans ce cas-là, alors je travaille avec des médecins, donc je sais de quoi je parle, et dans ce cas-là, on peut dire avec analyse complémentaire. Parce que là, on ne peut rien conclure. Là, c'est impossible. Pour moi, je ne peux pas conclure. Donc, ce que je demande à son médecin, qui a du tout... alors, on a fait le dosage, et son médecin, après, on a fait le dosage, on a demandé, donc j'ai demandé à cette patiente de faire le dosage, et elle est partie ensuite avec la résultat du dosage chez son médecin, et son médecin a dit, ok, là, on est bon, il y a une carence en T4. Mais au début, il n'était pas pour, mais après, dès qu'il avait le résultat, il a dit, on est ok. Donc, j'ai demandé l'iode urinaire, et j'ai demandé la T4 libre urinaire et la T3 libre urinaire, pour voir ce paradoxe en fait. Une T4 basse et une T3 haute, et une TSH qui est basse. C'est bizarre.
Donc, l'iode urinaire, puisque j'ai tout avec moi, je vais vous dire ça. Alors, l'iode urinaire, en fait, elle était déjà en carence, elle n'a jamais été traitée. Voilà. Et comme l'iode urinaire, la T4 est 4 molécules d'iode, vous avez besoin, en fait, de d'iode. Et la T3 est 3 molécules d'iode. Triiodo-thyronine. Donc, elle était à 57 microgrammes sur 24 heures. Et 30 microgrammes par litre. Il faut être au-dessus de 100 microgrammes par litre. Elle est à 30. Vous vous rendez compte? Et même pour les femmes enceintes, on dit qu'il faut avoir un taux de d'iode à 250. Elle est juste à 30 microgrammes par litre. Donc elle n'a pas assez d'iode pour créer, je vais mettre là, elle n'a pas assez d'iode, pas d'iode, pour créer la T4. Et du coup aussi la T3, parce que là, en fait, elle s'accumule, mais on va dire que la T4. Donc, premier point hygiéno-diététique, combler la carence en iode. Absolument. Maintenant, vérifions au niveau de la T4 et T3. Alors, la T4 de cette patiente est à 0,42 microgrammes par litre. Et je vais juste vérifier donc 0,80 à 6,40 microgrammes par 24 heures. Et cette patiente est à 0,88 microgrammes par 24 heures. Donc elle est bien basse au niveau urinaire, donc elle a du mal à convertir elle a du mal à avoir de la T4. Donc là on a bien une carence en T4 qui peut être due à un problème d'iode. Donc d'abord il faut rétablir l'iode et ensuite envisager une supplémentation L-thyroxine. Sa T3 libre est à 1,56 et le minimum c'est 0,24 à 1,84. En fait, et elle fait une DRS de 2,100 litres. Donc cette patiente a assez de T3 mais pas assez de T4. Donc lui donner trop de T3, ça ne sert à rien. Vous voyez bien. Par contre, on peut lui donner de la T4. Après avoir comblé l'iode. Donc vous montez l'iode, et cette patiente m'a dit, lorsque je lui ai introduit de l'iode, elle a eu chaud. Paradoxe ou pas. Donc on lui a dosé aussi, on lui a mis, son médecin lui a mis, avec le médecin on a convenu 50 microgrammes de T4, avec un complément d'iode, et on verra d'ici 6 à 7 semaines, ce qu'il en est, est-ce que la patiente se sent mieux, est-ce qu'elle a plus chaud. En tout cas, elle se sent un peu mieux et elle perd un peu de poids. Avant, elle grossissait sans rien changer. Donc pour vous dire que chaque patiente est différente. Je vais voir si j'ai pas une autre analyse. Non. Donc voilà. Donc là, c'est la carence en iode et on avait un paradoxe avec le K2 et le K3. Donc vous voyez en fait que c'est extrêmement complexe et que avec beaucoup de médecins, on a du mal à comprendre parce que c'est très complexe la thyroïde, mais il faut vraiment prendre le temps et il faut peut-être envisager de collaborer avec cette personne pour comprendre certaines formules et dire quel est le protocole avancé. Donc, cette personne, on voit bien que T4 libre urinaire, on voit l'effondrement et son médecin n'a pas cherché à comprendre, elle a eu le résultat, elle a expliqué pourquoi. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est avant les supplémentations, donc vérifier si les conseils hygiéno-diététiques sont parfaits. Donc vérifier si vous avez assez de fer, d'iode, etc. Donc faire des dosages sanguins. Et ensuite, au cas par cas, envisager des médicaments. Parce que ça peut être cytotoxique. En fait, c'est pas bon que ça s'accumule, si vous voulez. La T4 qui s'accumule hors de la cellule n'est pas très intéressant. Bon voilà pour ces cas patients. Je vais passer juste sur un truc, un point de vue que j'avais vu sur certains forums. En fait, je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient... alors, ils disaient en fait, plus vous donnez donc, de la T3, donc de la triiodothyronine forme active,
plus il faudra baisser la T4. Alors, ça veut dire que si vous donnez la forme de Le Chiral, qui est un complexe de T4 et T3, mais bon, Le Chiral ne fait pas tout, d'accord? Beaucoup de patients ont un T3 élevé et une T4 basse avec l'armor thyroïde par exemple, et ne s'en sortent pas. Donc, si vous avez, je vais prendre le cas de la T3, vous avez donc une base T3, on va prendre cette patiente, imaginons, qui est à 3,12, à 3,12 et 9,30 à 17. On dit 22,31 et 3,12 ça fait 2,0 et 4,4. Cette patiente ne convertit pas. Elle a un taux de conversion qui est de 8 ou 10, hein, ce qui est énorme. Alors, donc si on apporte de la T3, comme je vous ai dit, si on apporte de la T3, le corps se dit, bon, puisque j'ai assez de T3, je vais diminuer ma production de T4. Donc on se retrouve avec des patients qui ont une hypothyroïdie compensée, donc une baisse de la T4 et une augmentation de la T3. Mais ils ne sont pas forcément bien en fait. Et c'est là où il faut regarder le paradoxe. Si on donne de la patiente du cynomel, par exemple, un quart de cynomel, ce qui va se passer, c'est que le foie va convertir plus en T3. Le corps va se dire, bon, ben, il y a de la T3, je vais convertir encore plus. Et dans le deuxième cas, la T4 va s'effondrer. Elle peut descendre à 17, voire 15. Ça dépend à combien on dose le cynomel. Donc plus vous donnez de la T3, et là c'est les sportifs qui font des prises de cynomel, plus vous donnez de la T3, plus la T4 baisse. C'est normal, c'est une réserve d'iode, c'est une réserve de forme inactive à 80%. Donc le corps se dit, je n'ai plus besoin d'avoir une forme de réserve d'iode, puisqu'il me donne de la T3. Et donc, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est toujours vérifier T4 et T3. Autre paradoxe que les médecins ne comprennent pas aussi, c'est que la T3 diminue la TSH. Elle la diminue, et là on se dit, bon, ben, vous êtes en hyper, alors qu'il n'y a pas des symptômes d'hyper. Et c'est là où les signes cliniques du patient doivent être contrôlés, parce que c'est très difficile en fait, et chaque patient est différent, c'est vraiment très difficile, et le patient doit collaborer absolument avec le professionnel de santé, d'où ces petites vidéos pour expliquer aux gens, aux personnes, il ne faut pas rester ignorant, il faut essayer d'aiguiller le médecin, en tout cas le médecin holistique, hein, chercher un médecin holistique, pas réductionniste, pour essayer de l'aider dans sa démarche. Et c'est que comme ça que vous pourrez, c'est vraiment une entente entre le patient et le professionnel. Voilà. Donc, ce sont des choses qu'il faut aussi approfondir. Donc, si vous avez une TSH qui est basse, le médecin va vous dire que vous êtes en hyper, etc. Mais lorsque vous prenez de la T3, il ne faut plus regarder la TSH, prenez la T3 et la T4. Et donc, c'est les deux qui comptent. Alors, beaucoup de gens se sentent mieux lors de fourchettes un peu hautes de T4 et normales de T3 un peu hautes aussi dans la fourchette haute. En sachant que pour la femme enceinte, par exemple, il faut vraiment vérifier le taux de T4. Et de T3 aussi. Voilà. Puisque c'est la T4 qui passe dans le placenta. Enfin, bref. Donc, et autre point, les gens nous disent, certains spécialistes nous disent qu'il faut baisser la T4. On va baisser la T4 puisque la T4 elle baisse par rétrocontrôle. Donc vous allez vous retrouver, imaginons, avec une T4 à 15, aller à 12. Ce qui se passe en fait, c'est que des gens qui prennent de Le Chiral ou de l'Armor, ils ne sont pas forcément mieux en fait. Vous allez voir sur beaucoup de forums qui ont depuis 10-15 ans qui regardent les cas patients, ils se sentent mieux avec une T4 aussi qui est haute. Et ça, je l'avais expliqué chez un sportif. Il avait une T4 qui était basse et une T4 qui était haute, mais il avait tout encore un peu les symptômes d'hypothyroïdie. Le Chiral a un rapport de conversion de 4,1. Je crois, hein. Il faudrait que je vérifie, c'est du oui, de 4,1. Donc, le corps en fait, ça ne veut pas forcément dire que vous apportez un médicament qui a un rapport de 4,1, que le corps va faire une conversion de 4,1. Ça veut dire que si vous prenez de Le Chiral avec 4 fois plus de T4 que de T3, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez 4 fois plus de T4 que de T3. Okay, ça veut juste dire en fait que vous apportez un médicament qui a 4 fois plus de T4 que de T3. Pourquoi? Parce que Le Chiral est fait sur des animaux, en fait, sur des hormones, sur la physiologie de l'animal, parce que l'animal a besoin de plus de T3.
pour se réchauffer, comparé à l'humain. L'humain, nous, on a moins besoin, on a des habits, etc. Et la nature est bien faite, et du coup, les animaux ont besoin de plus de T3, ce qui est normal pour se réchauffer. Donc, on peut arriver, en fait, imaginons une personne qui est bien stabilisée quand même sous T4, on garde la T4 haute, et on ajoute un petit peu de cynomel, ou on ajoute un petit peu de Thiral. On n'arrive pas à un dosage excessif, en fait. Pour éviter, en fait, que la T4 baisse, et que la T3 monte. Et vous aurez une personne qui sera fatiguée, donc 2 semaines, ça va bien se passer. Mais dès que le corps, ça dure à peu près 2 semaines, mais dès que le corps a pas assez de T4 et trop de T3, vous avez une personne qui a les symptômes de l'hyper, donc palpitations cardiaques, etc., et les symptômes de l'hypo par manque de T4. Parce que la T4 est importante pour la digestion aussi, pour la construction, pour la croissance des cheveux. Donc vous avez des pertes de cheveux par un excès de T3 et un manque de T4. Moi je peux vous dire qu'un excès de T3, j'avais essayé à un moment des hormones thyroïdiennes, un complément à base d'hormones thyroïdiennes sans thyroxine, donc juste T3, et j'avais essayé 2 jours, j'avais senti le stress, la réaction au stress et des picotements au niveau des cheveux. Donc voilà, en tout cas pour moi la T3. Donc, si vous introduisez de l'Euthyral ou de l'Armor, il faut toujours combler avec Euthyral plus T4. En fait, les gens se sentent mieux avec thyroxine. Mais c'est important que le patient, enfin que la personne discute avec le professionnel de santé pour expliquer ça. C'est vraiment les T4. Généralement, si on a un taux de T4 basse, ce qu'il faut faire, c'est augmenter la dose de L-thyroxine. Voilà. Il ne faut plus se référer à la TSH. Et même pour les professionnels qui m'écoutent, c'est extrêmement complexe. Ne me prenez pas pour un fou, mais c'est vraiment ça le problème, et on s'en sort très bien avec les patients que j'ai. Avec les médecins avec qui collabore, les patients sont stables. On regarde vraiment la T4, T3, et parfois on est obligé de demander T4 libre urinaire et T3 libre urinaire. Donc voilà pour ce cas-là. Donc voilà, si vous donnez de la T3, la T4 baisse. Et par contre, aussi principe que ça, si vous donnez de la T4, voilà le paradoxe, si vous donnez de la T4, la T3 baisse aussi. Ça veut dire que vous aurez un rapport de conversion qui sera faible. Généralement, on dit qu'un bon rapport de conversion dans le corps, c'est 4-1. Je vais vous donner par rapport par exemple à la prise de sang. Un rapport de 4-1, alors je peux vous dire à 3-7 par exemple, j'ai 16-34, alors j'ai 4-39, 16, j'ai alors 1,27 et 2,86 et 16,34, 4,39. Là, j'ai un rapport de conversion de 3,7 en fait. Donc j'ai un bon rapport de conversion entre mes T4 et mes T3. J'ai toujours un rapport de conversion entre 4 et 1. En fait, 4,1, 3,7, 3,0, lorsque je mange pas mal sucré, beaucoup de glucides, mon taux de conversion augmente. Mais lorsque vous donnez de la T4, en fait, le taux de conversion en T3 diminue. Donc à chaque fois que vous donnez de la thyroxine, à chaque fois le taux de T3 diminue, en fait la conversion diminue. Donc vous avez des patients qui ne sont pas traités. C'est pour cette raison que les traitements sous T4 seuls, pour les femmes en tout cas, parce que les hommes, on arrive avec le foie, en fait c'est le problème de foie et d'œstrogène, on arrive à mieux convertir. Donc voilà pour cette vidéo. C'était une vidéo plutôt intéressante, c'est un peu complexe au niveau de thyroïde, je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. J'aurais pas tout mis en fait, j'aurais pas tout expliqué. Je voulais juste vous dire en fait que le foie c'est la plaque tournante du métabolisme, et la TSH est une hormone hypophysaire et non thyroïdienne comme on vous le fait croire. La thyroid stimulating hormone, si on se base sur la TSH, pourquoi ne pas prendre la TRH? Enfin, pour moi c'est logique. Alors, si on prend donc vérifier les taux de T3 libre urinaire et T4 libre urinaire et essayer de comprendre un peu comment fonctionne le métabolisme. Un taux de T4 qui est bas, un taux de T3 dans la moyenne ne veut pas forcément dire que vous avez une bonne conversion. Ce que je veux dire, c'est que là, ces calculs, en fait, n'ont été faits que par des signes cliniques. Donc, j'ai écouté les signes cliniques du patient, et par des signes biologiques, avec des collaborations de médecins. Et c'est que comme ça qu'on arrive à comprendre le système, parce que l'humain est un entier, en fait. Vous ne pouvez pas isoler chaque matrice. Je voulais juste vous dire que la partie 2 sur les glandes surrénales arrivera bientôt. Et donc c'est un schéma un peu compliqué, mais bon, que je trouve intéressant d'expliquer beaucoup de
patients en ont besoin, et beaucoup de personnes, et comme je vous dis, c'est une collaboration entre le professionnel et le patient pour essayer de mieux comprendre, parce que le médecin parfois ne comprend pas les signes cliniques, et il faut absolument l'aiguiller. Voilà à tous, bonne journée, et puis j'espère que ça ne coupera pas de manière spontanée.